Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'année 2022 a été une année mouvementée en termes d'investissement. Entre la guerre en Ukraine, la hausse de l'inflation, la politique zéro Covid en Chine et les nombreuses annonces des banques centrales au sujet des taux d'intérêt, les principaux indices des marchés boursiers ont chuté. Moins 14% pour le SP500, moins 20% pour le MSCI World et moins 6% pour le CAC 40. Alors 2022 n'a pas été une année de baisse aussi forte et brutale que l'année 2008 avec ses moins 37%. Si on reprend le graphique du SP500 sur un an, on voit bien qu'il reflète finalement des alternances et notamment l'alternance du marché boursier qui a évolué au gré des mauvaises nouvelles et des périodes d'embellie. Et donc on voit qu'il y a eu une baisse d'un peu plus de 6% entre février et mars, un pic d'un peu plus de 10% les deux dernières semaines de mars, une rebaisse d'environ 20% entre mi-mars et mi-juin, et puis une rehausse de 18% entre mi-juin et mi-août, mais comme je vous le disais, qui mène au final à un moins 14% sur un an. En plus de ça, il faut ajouter une particularité pour cette année 2022, c'est évidemment l'inflation. Du coup, les banques centrales ont augmenté de manière importante et rapide les taux d'intérêt, ce qui a eu pour effet de faire chuter le marché des obligations en même temps que celui des actions. Ce qui par exemple n'était pas le cas en 2008. Et donc, globalement, on pourrait dire que dans ce contexte particulier, les obligations ont eu du mal à jouer leur rôle d'actif parachute par rapport aux actions, car elles sont plutôt restées corrélées. Alors du coup, c'est pas forcément facile de savoir vers quoi s'orienter en 2023, sur quoi investir en 2023, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs pistes au travers d'ETF. L'idée, c'est de surfer sur des tendances qui se dessinent. Alors avant de commencer, pour que ce soit bien clair, sur cette chaîne, on investit dans le cadre d'une gestion passive, et dans cette gestion passive, quand on construit son portefeuille, je vous renvoie notamment à la dernière vidéo que j'ai publiée, je vous mettrai le lien dans la description, j'aime bien voir les choses avec une partie fondation de son portefeuille et une partie satellite. La partie fondation doit représenter la plus grande partie de votre portefeuille. Dans cette partie fondation, on va retrouver des ETF classiques, comme par exemple du SP500, comme par exemple du Stoxx 600. Et ensuite, on peut aller chercher un peu plus de performance sans prendre trop de risques dans la partie satellite. Cependant, la partie fondation de votre portefeuille doit représenter la grande majorité de votre portefeuille de rendement, quelque chose comme 90% de votre portefeuille. Donc les ETF dont je vais vous parler ici sont des ETF qui sont plutôt orientés partie satellite et qui dans tous les cas ne doivent pas représenter la majeure partie de votre portefeuille. L'idée, c'est d'aller chercher un petit peu plus de performance avec justement ces ETF qui peuvent surfer sur des tendances assez intéressantes. Encore une fois, j'ai fait une démonstration complète dans la précédente vidéo où je vous montre justement comment avec quelques ETF qui vont représenter 5 à 10% de votre portefeuille, vous pouvez aller chercher sur le moyen, sur le long terme, 1, 2, voire 3% de performance annualisée supplémentaire. Il y a le lien dans la description. Donc maintenant que ça c'est posé, on va commencer avec ce top 7 des ETF et on va le faire en décroissant du numéro 7 au numéro 1. L'ETF numéro 7, c'est l'iShares Short Duration Corporate Bond. Juste aussi, avant de commencer, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les ETF pour les retrouver facilement avec leur code, aussi avec leur performance sur 3 ans, leur volatilité, les supports sur lesquels ils sont éligibles, notamment PEA ou pas le PEA. Tout ça, vous pouvez le retrouver avec le tableau que je vous ai préparé dans le premier lien dans la description. Donc vous cliquez sur ce lien, vous m'indiquez l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir le tableau et il arrivera directement sur votre adresse email. Je vous conseille de le faire maintenant parce que vous verrez que ça sera plus simple de suivre la vidéo si vous avez ce tableau directement. Donc cet ETF numéro 7, comme je l'ai dit en introduction, la valeur des obligations évolue en fonction des taux d'intérêt. Mais elle varie plus ou moins suivant la durée qui reste avant leur échéance. C'est-à-dire que les obligations long terme, 10 ans et plus, sont beaucoup plus sensibles aux variations des taux d'intérêt que les obligations court terme, 5 ans et moins. Et donc cet ETF est composé à 87% d'obligations très court terme de 1 à 3 ans et à 13% d'obligations court terme de 3 à 5 ans. La maturité moyenne de cet ETF étant de moins de 3 ans, il est très peu sensible aux variations des taux d'intérêt. Ce qui est intéressant évidemment dans une période où on ne sait pas trop si les taux d'intérêt vont continuer à augmenter ou pas. Et surtout à quel niveau. Et donc si on regarde le graphique comparatif de l'iShares Short Duration en bleu et du Lyxor US Treasury 10+ en rouge,
qui est un ETF sur les obligations du Trésor américain, mais long terme, on voit que l'ETF short est beaucoup moins volatile, beaucoup moins sensible aux variations des taux d'intérêt. Sur un an, la volatilité est de 10,16% au lieu de 21,55% pour le Lyxor Treasury. Maintenant, si on regarde sur un an, justement, on voit que l'iShare Short, toujours en bleu, est bien moins impacté par la hausse des taux. Normal, sa performance dépend essentiellement de son rendement. Sa performance est donc de 5% sur un an contre moins 22% pour le Lyxor Treasury. C'est un ETF composé d'obligations d'entreprises des secteurs industriels et financiers principalement, des obligations bien notées en catégorie A. L'encours est important, 3,336 milliards, les frais sont faibles, 0,20% seulement, il est capitalisant et en plus il est à portée de toutes les bourses puisque la part est peu chère, 5,05 €. ETF numéro 6, un classique on va dire, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'Amundi Physical Gold. Donc en fait il s'agit d'un ETC très exactement, basé sur un stock d'or physique que le gestionnaire détient en garantie. Chaque part de l'ETC vaut donc une part proportionnelle d'once d'or. L'ETC fonctionne en reproduisant le cours de l'or en dollars. Donc sur le graphique vous avez le cours de l'or depuis 1975, la performance de l'ETC suit la performance de l'or. Sur ce deuxième graphique on voit la performance de l'ETC à 3 ans plus 26%, soit 8% annualisé. Même sur un an, on est sur du 6% avec une volatilité de 13,5% seulement. L'intérêt de cet ETC est de se prémunir contre l'inflation tout en baissant relativement la volatilité de votre portefeuille. L'encours est assez important, plus de 4 milliards d'euros et les frais sont assez faibles, 0,12%. ETC numéro 5 et ETC numéro 4, deux ETC que j'ai mis ensemble sur les commodités. Donc j'ai mis ensemble ces deux ETF car ce sont quasiment les mêmes. Donc en fait en fonction de vos convictions, je vais vous expliquer, vous pourrez choisir soit l'un ou l'autre. Donc ce sont deux ETF représentatifs du marché, donc des commodités et des matières premières, plus particulièrement des métaux précieux ou non, des produits agricoles et de l'énergie pour le numéro 4. Le numéro 5 ne contient pas d'énergie, c'est ce qui fait leur différence. Le gros intérêt, c'est qu'en période d'inflation, les matières premières sont pas moins impactées parce qu'on en a toujours besoin. Leur cours a même tendance à augmenter en fait, c'est d'ailleurs ce qui nourrit l'inflation. Maintenant, la différence entre ces deux ETF, comme on peut le voir sur le graphique que je vous l'affiche, on voit leur évolution sur 5 ans, c'est que le Lyxor avec énergie en rouge est plus volatile parce qu'il suit les cours de l'énergie justement. On voit bien que depuis janvier 2022 et le début des tensions avec la Russie, les cours du pétrole et du gaz ont fortement augmenté et l'ETF aussi. A l'inverse, début 2020, au moment du premier confinement où tout le monde restait chez soi et les voitures au garage, le cours du pétrole avait beaucoup baissé et l'ETF avec. Maintenant, si on change de graphique et qu'on passe sur un an, c'est encore plus clair. Début mars et le début de la guerre en Ukraine avec le risque de pénurie de gaz et de pétrole, ça a fait s'envoler les cours du gaz et donc du pétrole justement et l'ETF a suivi, plus 30% en un an. L'ETF matières premières sans énergie a aussi progressé mais moins, plus 10% seulement. Bon, c'est déjà pas si mal par rapport à la chute considérable des actions du secteur technologique. Alors attention quand même, un petit alerte, c'est que l'ETF avec énergie performe évidemment bien plus en période de tension sur l'énergie comme actuellement, mais il est aussi beaucoup plus volatile. 23% contre 14% pour le Lyxor sans énergie. Si vous envisagez d'investir sur cet ETF sur le long terme, pourquoi pas, ça peut être un parachute intéressant au niveau de l'inflation, mais alors à ce moment-là, il vaut mieux investir sur le Lyxor sans énergie. ETF numéro 3, le Lyxor PEA Inde. Donc c'est un ETF qui suit l'indice MSCI Emerging India. Et c'est vrai qu'en général, quand on parle des marchés émergents, notre attention est focalisée sur la Chine. Cependant, aujourd'hui, la Chine est empêtrée dans une crise Covid qui n'en finit pas. On voit aussi qu'il y a la crise immobilière en Chine. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'analystes qui commencent à se poser des questions sur l'avenir de la Chine, dans le sens où il y a quelques années en arrière, on voyait la Chine devenir le numéro 1, on voyait la Chine presque écraser les États-Unis. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr, en tout cas des questions peuvent se poser, le terme croissance molle revient régulièrement, et en plus, avec la tentation nationaliste et les tensions qui pourraient émerger par rapport à Taïwan, on a vu ce que ça donnait cette année avec la Russie, c'est en général quelque chose qui n'est pas très positif au niveau de l'économie d'un pays. De plus, à l'heure actuelle où il y a un risque de récession en Europe et aux États-Unis, le FMI annonce une hausse de presque 7% du PIB indien en 2022 et très probablement 6% en 2023. Et tout ça nous indique que finalement, c'est peut-être au niveau des marchés émergents et même en général, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, l'Inde,
qui pourrait véritablement tirer son épingle du jeu. En termes de PIB, justement, l'Inde se place en 6e position, juste avant la France. C'est aussi la 5e puissance économique mondiale, avec évidemment une démographie qui explose. Comme vous pouvez le voir, cet ETF affiche de belles performances depuis sa création il y a 8 ans, plus 70,56%, soit pratiquement 8% annualisé. Si on voit le graphique sur un an, il n'a perdu que 3%, ce qui est vraiment pas mal étant donné le contexte de l'année, notamment sur les marchés émergents. Cerise sur le gâteau, il est capitalisant, il est éligible au PEA et il ne coûte que 20 € la part. La seule ombre au tableau, c'est que les frais sont un petit peu élevés, 0,85%. ETF numéro 2, le Lixer MSCI World Consumer Staples. Donc c'est un ETF qui est basé à 98% sur les biens de consommation de base. L'intérêt des biens de consommation courante, c'est que même en période d'inflation, on en achète parce qu'on en a besoin. Un petit peu comme les matières premières en quelque sorte. Et donc, même en période d'inflation, ça continue de performer. Si on regarde le graphique sur un an, il n'a pas perdu 18% comme la moyenne des ETF qui suivent les grands indices actions, il a même gagné 2,15%. Maintenant, sur 10 ans, il a une performance honorable de 152%, soit 9,7% annualisé. Il a donc potentiellement sa place dans un portefeuille bien diversifié. D'ailleurs, à noter qu'il est bien diversifié lui aussi, 35% en Europe, 55% aux États-Unis et 8% dans la zone Pacifique, essentiellement en Australie et au Japon. Donc c'est un ETF intéressant pour stabiliser son portefeuille, avec une volatilité de seulement 13% sur un an, et surtout en période de crise où il permet de limiter les pertes. Donc le seul bémol de cet ETF, c'est son prix, il est un petit peu cher, 400 € la part. Et enfin, pour terminer, l'ETF numéro 1, l'Invesco SP500 QVM. Donc c'est un ETF Smart Beta multifactoriel comme son nom l'indique. Donc en gros, il suit les actions américaines à moyenne et grande capitalisation qui présentent la plus forte exposition globale à ces trois facteurs, c'est-à-dire pour le Q, le facteur qualité, c'est-à-dire les actions d'entreprise en très bonne santé financière, le V pour le facteur value qui représente les actions d'entreprise sous-cotées par rapport à leur valeur fondamentale, et enfin le M pour le très populaire actuellement facteur momentum qui représente les actions qui ont le mieux performé dernièrement. Le poids de chaque facteur est plafonné à 40%. Du coup, on va pouvoir tirer le meilleur de chaque facteur. Donc, si on le compare, cet ETF au même ETF SP500, mais donc sans les facteurs Smart Beta, on voit que l'ETF SP500 simple a sous-performé, moins 13,24%. En revanche, l'ETF multifactoriel a une performance de plus 6,5%. Et même sur le graphique de 3 ans que je vous affiche, il reste plus performant avec 13% annualisé au lieu de 9% pour l'ETF classique SP500. Et donc clairement, les facteurs de sélection Smart Beta ont permis de maintenir l'ETF dans une tendance haussière et d'améliorer la performance de votre portefeuille, ce qui n'est pas le cas évidemment de l'ETF classique. Alors attention, encore une fois, il faut tenir compte de la volatilité qui est quand même importante, 21% sur un an. Ceci dit, c'est un ETF qui est intéressant d'avoir, notamment dans la période actuelle où l'environnement économique est mauvais, pour maintenir la performance de son portefeuille. Il coûte pas cher, 42 € la part. Les frais sont classiques, 0,35%. C'est un ETF distribuant. Donc voilà pour ces 7 ETF. Encore une fois, je vous rappelle, pour avoir tout le résumé, toutes les informations dont vous avez besoin sur ces ETF, le nom, le code, la volatilité, la performance, les frais courants, le support sur lesquels investir sur ces ETF, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description, vous avez le tableau qui récapitule tout, vous cliquez sur le lien, vous m'indiquez simplement votre adresse email où vous voulez recevoir ce tableau et ça arrive immédiatement sur votre adresse email. Comme je vous l'ai dit, ces ETF sont des ETF alternatifs qui peuvent vous aider en période de crise et ou d'inflation à maintenir la performance de votre portefeuille, voire même à l'améliorer. Car ils peuvent surperformer pendant ces périodes. Ceci étant dit, ils peuvent aussi, hors de ces périodes, sous-performer pendant des années et c'est pour ça qu'ils ne doivent pas représenter la majeure partie de votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai aussi dans la description ma vidéo sur la construction complète de votre portefeuille de A à Z pour vraiment avoir une vision globale de la définition de ma stratégie, mon horizon de placement, de la construction de l'intégralité de mon portefeuille. Si vous voulez aussi aller plus loin au niveau des obligations, de la partie sécuritaire du portefeuille, vraiment rentrer en détail dans cette partie où c'est souvent quelque chose où il y a moins, je dirais, d'informations disponibles sur Internet, je vous mettrai aussi dans la description ma vidéo sur la construction spécifique, une vidéo qui est vraiment sur les obligations, vraiment décoder les obligations et les ETF obligataires et voir ce qu'on peut faire au niveau de la partie sécuritaire de son portefeuille. Voilà, et aussi vous avez évidemment le tableau dans la description. Je vous laisse regarder tout ça, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut.